Toujours par rapport à cette campagne de vaccination, mais cette fois concernant les modalités de vaccination, il est recommandé de pratiquer 2 injections pour ce vaccin, à 3 semaines d'intervalle d'un vaccin contre la grippe saisonnière. Alors, l'HAS recommande les 2 vaccinations cette année. Pourquoi? Alors que le virus AH1N1, qui est réputé plus virulent et peut-être plus fort, ou en tout cas plus facilement transmissible que l'autre, pourrait prendre le pas sur la grippe saisonnière? Alors il y a 2 choses. D'une part, on n'en est pas sûr. Il est possible, mais ce qu'on a vu dans l'hémisphère sud montre que H1N1 a été tout à fait prédominant, mais que les virus saisonniers, H3N2 ou une autre sorte d'H1N1 qui figure aussi parmi les virus saisonniers, peuvent circuler. Donc on n'a pas la certitude qu'une épidémie tuera l'autre. On pourrait avoir une épidémie qui succède à l'autre. Donc il est logique pour l'instant, les différentes valences n'étant pas dans le même vaccin, de protéger la population contre le saisonnier, comme on le fait d'habitude, et contre le H1N1 nouveau variant, qui l'année prochaine sera peut-être tout simplement inclus dans la vaccination saisonnière. Ça c'est tout à fait possible. Il est trop tôt pour le définir clairement, mais c'est possible que l'année prochaine on arrive à faire une seule injection. Donc la recommandation aujourd'hui est de vacciner contre l'un et contre l'autre. Alors, pour ce qui est de la vaccination saisonnière et de la vaccination H1N1, comme dans tout vaccin, il est recommandé de faire les vaccins entre guillemets soit le même jour, soit à 3 semaines d'intervalle. Comme on n'avait pas la possibilité de les faire en même temps, c'est plutôt à 3 semaines d'intervalle. Et le dernier point, c'est pour H1N1 lui-même, est-ce qu'il va falloir faire 1 dose ou 2 doses? Actuellement, la recommandation en France était de 2 doses, parce que sur les vaccins maquettes, H5N1, l'immunité assurée par ces vaccins n'était pas forcément extraordinaire dès la première dose. Mais sur le recul qu'on a maintenant avec du H1N1 dans les vaccins et puis du H5N1, on a l'impression que l'immunité est à la fois plus rapide, plus forte, plus large, et qu'une dose sera très probablement suffisante. Mais c'est quelque chose qui n'est pas acté aujourd'hui. Donc il faut attendre qu'une décision au regard des données scientifiques permette de modifier cette recommandation. Mais il est fort probable qu'on ne fera qu'une seule dose. Bon, au vu de la disponibilité et de l'ordre de disponibilité des 2 vaccins sur le marché, la question peut ne pas se poser, mais est-ce que dans les faits, il y a un ordre à respecter? Plutôt un vaccin avant l'autre? Non. Ça a été dans la disponibilité qu'a fait, puisqu'on avait le saisonnier, commençons par lui, comme ça, quand on aura le H1N1, on pourra consacrer nos efforts à la vaccination contre le H1N1. Mais si quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas fait le saisonnier, décide cette semaine de faire H1N1 et dans un mois décide de faire le saisonnier, il n'y aura aucun souci. Question sur l'immunité potentielle d'une certaine population. Les personnes âgées ayant rencontré la grippe asiatique dans les années 50 seraient-elles immunisées a priori contre cette grippe A? Alors, c'est pas vraiment la grippe asiatique. C'est-à-dire que historiquement, on a eu la grippe espagnole qui était du H1N1. Après, on a eu des épidémies d'H2N2, de H3N2. Mais c'est vrai que dans les années 50, circulait encore du H1N1 qui n'était plus tout à fait le même que celui de la grippe espagnole. Que les personnes qui ont rencontré H1N1 à cette époque-là semblent, c'est purement épidémiologique, moins enclins à contracter ce nouveau virus que le reste de la population. Oui, c'est vrai qu'on parle plutôt de la population touchée par ce virus. Voilà. Ceux qui font la maladie sont plutôt les jeunes. Le pic est entre 10 et 20 ans, les formes graves plutôt entre 20 et 50. Pour autant, quelqu'un qui a 80 ans et qui, malgré une immunité ancienne, fera ce nouveau virus H1N1, restera quelqu'un de fragile par rapport à la grippe. Mais est moins à risque de la contracter, visiblement, que le reste de la population qui n'a aucune prémunition. Parlons des contre-indications. Est-ce qu'il y a des contre-indications formelles à ce vaccin? Alors, il n'y en a qu'une, en fait, par rapport au vaccin qu'on va avoir là majoritairement, qui est l'allergie à l'œuf. Puisque, comme les autres vaccins de la grippe, ce vaccin, même adjuvanté, le virus lui-même a été développé sur œuf, et quelqu'un qui serait allergique à l'œuf peut faire une réaction grave par rapport au vaccin, ce qui est une contre-indication. Pour le reste, il n'y a pas de contre-indication réelle, sauf intolérance connue à l'un des composants, comme dans toute notice, mais rien de spécifique. Donc pour ces gens-là, prévention? Pour ces gens-là, il va y avoir 2 solutions. Ils auront plus de chances qu'avec le saisonnier habituel, c'est-à-dire qu'en novembre, on va sortir dans les vaccins non adjuvantés un vaccin qui est fabriqué sur culture cellulaire et non plus sur œuf. Donc à terme, même les allergiques à l'œuf pourront bénéficier d'un vaccin qui sera non adjuvanté sur culture cellulaire,
Dans combien de temps? Probablement là encore au mois de novembre. Oh, c'est assez rapide. Ah oui, c'est des choses qui sont vraiment enclenchées. Perspective d'avenir, la mutation du virus, à quoi s'attendre? Alors, il y a deux choses. Il y a une question, c'est est-ce que le fait de vacciner va favoriser la mutation? Non, il n'y a pas de raison. Vacciner ne va pas favoriser spécifiquement le fait que H1N1 mute. En plus, avec les vaccins adjuvantés qu'on a aujourd'hui, l'immunité est relativement large, au-delà du seul candidat vaccin qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il est fort probable qu'au contraire, cette vaccination soit plutôt un élément positif pour lutter contre la dissémination et la variation du virus. Pour finir, est-ce que nos médecins doivent convaincre à tout prix leurs patients de se faire vacciner? Si oui, pourquoi? Alors, c'est vrai qu'au départ, la question était, on va être face à une pandémie avec une létalité, une morbidité très forte et il faut protéger les populations et le vaccin leur permettra de ne pas contracter cette maladie qui va faire des dégâts. On voit aujourd'hui que les données épidémiologiques sont quand même beaucoup plus rassurantes, qu'on a un nombre de cas, un nombre de formes graves, un nombre de décès qui ne dépasse pas ce qu'on voit en grippe saisonnière. Pour autant, on voit que les populations touchées ne sont pas les mêmes. C'est des jeunes. Donc ces jeunes-là peuvent être touchés par cette grippe. En plus, quand on regarde les cas graves, 2 fois sur 3, les cas graves sont des gens, on l'a dit, qui ont des facteurs de risque, qui sont insuffisants respiratoires, qui sont des femmes enceintes, ce sont des gens en surpoids, etc. Mais dans un tiers des cas, c'est des gens chez qui on ne reconnaît pas de facteurs de risque. Donc tout à chacun peut, entre guillemets, avoir un petit peu la malchance d'être celui qui va faire la forme grave alors qu'il n'avait pas de facteur de risque. En ça, déjà, à titre individuel, il y a un vrai intérêt à se vacciner. Le deuxième intérêt du vaccin, c'est son côté altruiste, comme pour tous les vaccins, c'est-à-dire que si on veut éviter que ce virus ne se répande et touche les plus faibles, les femmes enceintes qu'on ne vaccinera que secondairement pour accéder aux non-adjuvantés, les allergiques à l'œuf, ceux qui vont échapper à la vaccination d'une façon ou d'une autre, on a tous intérêt, ou le plus grand nombre d'entre nous, à être vaccinés pour faire barrière à la diffusion du virus. Donc ça, c'est la deuxième dimension, qui est, on se vaccine pour soi-même, mais on se vaccine aussi pour lutter contre l'évolution de la pandémie ou de l'épidémie, et donc pour protéger non seulement soi-même, mais aussi les autres. Vous ferez-vous vacciner vous-même? Oui. Merci beaucoup.